Audrey Massé-Rousseau, bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice du département promotion à l'agence Erasmus+, éducation, formation. Lionel Clémençon, bonjour à vous. Bonjour. Vous êtes responsable de pôle à l'agence Erasmus+ France, donc toujours éducation, formation. On va accueillir Jérémy Trémolière qui est en train de se faire équiper du micro. Oui, on est en live et qui va nous rejoindre. Et puis on aura aussi donc Jérémy Trémolière qui est pour le volet jeunesse et sport. Bonjour à vous, Jérémy. Bonjour. Soyez le bienvenu. Et puis on accueillera aussi Marielle Godin qu'on est en train d'équiper de micro, qui est chargée de promotion Europass à l'agence Erasmus+ France. Europass, vous allez le découvrir si vous ne savez pas encore ce que c'est extrêmement important pour vos projets Erasmus. Alors, Audrey, on va commencer avec vous. Vous allez nous parler de l'ambition du programme Erasmus+ 2021-2027. Donc effectivement, le programme Erasmus+ 2021-2027, c'est un programme avec des valeurs et une ambition forte. C'est un programme plus ouvert, plus ambitieux, plus responsable. Alors il est plus ouvert ce programme parce qu'il est inclusif. On va vraiment aller chercher des participants qui habituellement ne partent pas en mobilité pour des raisons sociales, de santé, géographiques. Et c'est également un programme qui est plus ouvert parce qu'il est davantage accessible grâce au numérique, avec par exemple l'initiative Carte européenne étudiante, et puis aussi avec ces mobilités hybrides dont on a parlé juste avant, qui sont une combinaison des mobilités physiques et des activités à distance. Et puis c'est un programme également qui est plus ouvert parce qu'il est tourné davantage que le précédent vers l'international. Des lycéens professionnels, des apprentis vont pouvoir partir faire leur stage dans des entreprises à l'international. C'est également un programme qui est plus ambitieux parce qu'il y a une hausse de budget de plus de 80% par rapport à la période 2014-2020. Donc bien sûr, ça va nous permettre de financer davantage de mobilité, mais on va pouvoir également inciter financièrement des organismes à aller chercher ces fameux participants moins favorisés dont je parlais. C'est également un programme plus ambitieux parce qu'il a une dimension stratégique avec une nouveauté qu'est l'accréditation et qui va permettre d'envisager vraiment une politique de territoire d'ouverture à l'international. Et enfin, c'est un programme qui est plus responsable parce qu'il favorise la transition environnementale, il l'accompagne. On incite, nous, les porteurs de projets, à inventer des projets autour de l'éducation au développement durable. Et également, on invite les participants qui vont faire des mobilités dans un pays limitrophe à utiliser le train plutôt qu'un autre mode de transport. Et il y aura des incitations financières pour cela. Ouais. Alors pour qu'on comprenne bien, parce que tout ça est très alléchant, il y a beaucoup de bonnes nouvelles, mais évidemment on se demande tout de suite comment participer, comment monter un projet. Qu'est-ce que c'est qu'un projet Erasmus+? Quels sont, je dirais, les invariants pour qu'une candidature Erasmus+ puisse être financée? Alors déjà, il n'y a pas un, mais une multitude de projets Erasmus+, c'est la richesse de ce programme. Mais vous avez raison, il y a un dénominateur commun à tous ces projets. Déjà, bien sûr, c'est un projet qui doit avoir une dimension européenne ou internationale. C'est un projet qui doit répondre aux standards de qualité de l'Union européenne, qui doit bien sûr produire un impact. L'Europe finance des projets pour que ça fasse bouger en fait les organismes. Et puis aussi, il faut que les participants qui vont partir en mobilité acquièrent des compétences. Alors, des compétences formelles, lorsque l'on part dans le cadre de sa formation ou dans le cadre de son activité professionnelle, mais aussi des compétences non formelles, si par exemple on participe à une activité qui est dispensée par une association. Autre chose, il y a deux caractéristiques à retenir par rapport à ces projets Erasmus+, qui sont liés à la subvention. 80% de la subvention est donnée dès le début du projet, et ça c'est très rare, donc c'est important de le souligner. Et puis en termes de gestion budgétaire, dans ce programme, ce sera encore plus vrai que dans le précédent, on va vraiment être dans une logique de forfait, donc on n'a pas de facture à produire, et ça simplifie grandement la gestion du projet. La question du pour qui, c'est vrai qu'on a dans l'idée que c'est Erasmus+, c'est d'abord et toujours beaucoup pour les étudiants. C'est vrai que dans le nouveau programme, les étudiants vont rester légèrement majoritaires, mais ce n'est pas que pour les étudiants.
Exactement. En fait, le programme s'appelle le programme Erasmus+, parce que pas que pour les étudiants, mais aussi pour bien d'autres publics. Et finalement, si on regarde la période 2014-2020, les étudiants représentent 60% des apprenants partis en mobilité. Et donc, on a 30% de ces apprenants qui sont aussi des lycéens professionnels et des apprentis, et 10% qui sont des élèves du premier et du second degré, de l'école primaire au collège jusqu'au lycée. Donc en tout cas, c'est important de bien identifier quel va être le bénéficiaire final de son projet Erasmus+, pour déposer son projet sur le bon secteur éducatif. Et puis je vais peut-être rappeler au sens d'Erasmus+, quels sont les publics qui peuvent partir. Donc on a d'une part les personnels d'éducation et de formation, et puis aussi les acteurs de la jeunesse, qui peuvent être salariés ou bénévoles. Et d'une autre part, on a le jeune, dans le cadre de l'éducation non formelle, ou encore des apprenants des secteurs scolaires, formation professionnelle, enseignement supérieur. Et on a une nouveauté pour 2021-2027, c'est que des adultes peu ou pas qualifiés, qui relèvent du secteur de l'éducation des adultes, vont pouvoir partir en mobilité. Et ça, c'est une grande nouveauté. Ouais, alors justement, qu'est-ce qu'on peut faire avec une subvention Erasmus+? Alors, avec le programme Erasmus+, comme vous le voyez à l'écran dans quelques secondes, en fait, l'architecture n'a pas changé. C'est-à-dire qu'on est toujours sur la même architecture de programme. On peut partir se former, étudier, observer des pratiques, et donc déposer dans ce cadre un projet Action Clé 1, donc sur l'Europe et l'international. On peut également travailler avec des partenaires pour déposer un projet de partenariat, de coopération, et ça, ce sera un projet Action Clé 2. Et puis, on peut aussi déposer un projet qui va soutenir la réforme des politiques publiques, et c'est un projet Action Clé 3. Voilà. Alors, Action Clé 1, Action Clé 2, on va en reparler tout au long de la journée, donc ne vous inquiétez pas si pour l'instant ça vous semble un petit peu barbare. Avec quel pays ? Alors là aussi, il n'y a pas de changement. Ce sont les pays, les mêmes pays ou presque, Brexit oblige, que dans le précédent programme. C'est-à-dire qu'on a d'un côté les pays participants, qui sont au nombre de 33, et qui donc peuvent participer à toutes les activités possibles dans le programme Erasmus+. Donc on trouve les 27 pays membres de l'Union européenne, avec les régions ultra-périphériques et les pays et territoires d'outre-mer, tels que la Nouvelle-Calédonie ou les Canaries, par exemple. À ces 27 pays s'ajoutent la Norvège, l'Islande, le Liechtenstein, et également 3 pays candidats à l'adhésion à l'Union européenne, à savoir la République de Macédoine du Nord, la Turquie et la Serbie. Et puis à côté de ces pays participants, qui peuvent prétendre à tous les types de projets, on a les pays partenaires, qui sont les autres pays du monde, et qui peuvent aussi participer à certains types de projets du programme. Voilà, si vous venez de vous connecter, si vous prenez les discussions en cours de route, je vous le rappelle, le Royaume-Uni sort complètement du programme Erasmus+, pour la nouvelle période 2021-2027. Mais bien sûr, les projets de la période précédente continuent de se terminer avec le Royaume-Uni. Lionel Clémençon, comment accéder à l'action clé 1 de mobilité ? Alors pour accéder à cette action, en fait, ceci s'envisage du point de vue de l'organisme, de la structure qui veut faire partir son public, comme l'a dit Audrey, public apprenant ou personnel. Donc c'est ainsi l'école, le CFA, l'université, l'association jeunesse ou éducation des adultes qui va faire une demande auprès des agences Erasmus pour rejoindre le programme et ensuite donc obtenir des financements pour organiser ces projets de mobilité. Et cette demande, sa grande nouveauté du programme Erasmus+ 21-27, elle voit la généralisation du principe de labellisation. Alors les acteurs de l'enseignement supérieur connaissaient ce principe-là avec la charte Etche dans le précédent programme. Maintenant, donc, ce principe de labellisation s'étend à tous les secteurs, scolaires, enseignement professionnel, éducation des adultes et jeunesse, et portera lui-même d'accréditation. Ça veut dire que donc une fois qu'on l'obtient, la procédure est largement simplifiée. Je voudrais aussi vous poser la question, c'est vrai qu'en 2020, on a eu le contexte de pandémie qui a donné un coup d'arrêt massif aux mobilités Erasmus+. Les appels à propositions Etche, vous le citiez, ça c'est pour l'enseignement supérieur, les accréditations ont été maintenues par la Commission européenne. Quel bilan finalement vous pouvez en tirer ? Est-ce que vous avez eu beaucoup de demandes de charte Etche d'accréditation en 2020 ? Alors effectivement, pour éviter une année blanche, la Commission a souhaité
dès 2020 lancer ces appels à propositions. Pour être dans la continuité, qu'il n'y ait pas de rupture. Voilà, pour éviter qu'il y ait une rupture. Donc d'un côté pour les acteurs de l'enseignement supérieur avec ETCHE et de l'autre avec l'accréditation. Et effectivement, ce qu'on peut dire, c'est que l'envie d'Europe, elle est toujours là. C'est vrai que de nombreux porteurs de projets ont dû suspendre, annuler, reporter les projets en cours de mobilité sur cette fameuse année 2020, bien sûr avec le soutien des agences dans le cadre de procédures de cas de force majeure, mais néanmoins, ça n'a pas empêché ces porteurs de projets de se projeter dans l'avenir, puisque c'est bien ça l'accréditation, Audrey y reviendra par la suite, c'est bien se projeter dans l'avenir en termes de stratégie internationale pour sa structure. Et ce qu'on peut dire, c'est que pour l'appel à proposition ETCHE, on a reçu plus de 1200 demandes de renouvellement, parce que là c'était déjà dans la continuité de quelque chose qui existait précédemment. Et pour ce premier appel à accréditation, on a eu plus de 600 dépôts. Donc que ce soit des établissements scolaires, publics, privés, des organismes de formation, des structures d'insertion, bien sûr acteurs de jeunesse, mais aussi des grands acteurs du territoire, comme les rectorats, les régions, les réseaux de CFA. D'accord. Alors l'accréditation, c'est vraiment quelque chose de central, on va y revenir, on va passer du temps là-dessus. Bien sûr, pour ceux qui étaient déjà dans le programme précédent, notamment avec la charte ETCHE, il y a une certaine familiarisation, mais Audrey Massé, peut-être réexpliquez-nous bien, qu'est-ce que c'est que l'accréditation Erasmus+. Alors, l'accréditation, c'est la modalité qui va faciliter l'engagement d'un organisme dans le programme Erasmus+, pour mettre en œuvre des mobilités pour ces apprenants, ces jeunes, et pour les personnels. C'est vraiment le ticket d'entrée qui permet aux acteurs de l'éducation, de la formation et de la jeunesse de se projeter sur le long terme dans Erasmus+. Donc pour obtenir une accréditation, il faut déposer une candidature et dans cette candidature, il y a une partie qui s'appelle le plan Erasmus où l'organisme va formaliser sa stratégie d'ouverture à l'Europe et à l'international et où il va expliquer quels sont les besoins de ses publics, quels objectifs il compte atteindre. Et puis, il va s'engager aussi sur le respect des standards de qualité que j'évoquais précédemment, qui sont liés à l'inclusion, au développement durable, à l'enseignement numérique. Il va s'engager, cet organisme, à bien gérer les mobilités qui vont lui être confiées. Il va s'engager également à préparer, à accompagner, à soutenir les participants, à reconnaître les acquis d'apprentissage et à diffuser les résultats de ces mobilités. Voilà, donc des droits et des devoirs des deux côtés. Lionel Clémençon, comment concrètement faire une demande d'accréditation ? Oui, donc cette demande d'accréditation, elle se fait dans le cadre d'appels à propositions annuels qui sont publiés et gérés par les agences nationales, donc l'agence jeunesse et l'agence éducation-formation. Aucune expérience n'est nécessaire dans Erasmus de la part de l'organisme, donc on est bien en fait dans un accès au programme aussi qui est prévu pour les nouveaux venus dans Erasmus et on les accueille très volontiers. Cette demande d'accréditation, elle peut se faire à titre individuel, pour une seule structure, un seul établissement, mais aussi en mode consortium. Là, c'est intéressant. Qu'est-ce que c'est qu'en mode consortium ? En fait, un consortium va rassembler un ensemble d'acteurs éducatifs ou jeunesse sur un territoire donné et pour mettre finalement en commun des moyens pour faire jouer des synergies. Donc, on peut imaginer un regroupement d'établissements scolaires sur un bassin d'éducation qui veulent avoir une politique de mobilité sur l'ensemble des degrés, c'est-à-dire premier, second degré, primaire, collège, lycée par exemple. Un consortium aussi pour une accréditation sur une filière professionnelle avec un ensemble de lycées professionnels ou de CFA. L'idée étant en fait d'augmenter, d'accroître le nombre d'opportunités offertes sur le territoire et puis aussi de montrer une visibilité de l'action internationale sur un territoire. Donc c'est ça aussi le mode consortium en termes de demande d'accréditation. Alors rassurez-vous, vous qui nous suivez en direct, tout au long de la journée, on va redonner des informations sur par exemple comment se mettre en relation avec un consortium, si on ne sait pas. Il y a une foule d'informations pratiques qui sont disponibles. On va vous donner des pistes tout au long de la journée. Audrey Massé, quels sont les avantages concrets de l'accréditation ? On a déjà un peu compris qu'une fois qu'on est accrédité, on est tranquille pour plusieurs années déjà. Exactement. Alors les avantages, ils sont nombreux. Le premier d'entre eux, je dirais que c'est sécurisant en fait pour l'organisme d'obtenir cette accréditation parce que l'organisme va vraiment pouvoir se projeter dans la durée et puis il est garanti d'obtenir, s'il le souhaite tous les ans, des financements pour faire partir en mobilité ses publics.
Le second avantage, c'est quand même la simplification. On a une procédure simplifiée pour, une fois l'accréditation obtenue, demander tous les ans des financements de manière très simple. On va juste dire de combien de mobilité on a besoin. Et puis, un autre avantage, c'est quand même la souplesse et la flexibilité de cette accréditation. C'est-à-dire qu'en accord avec l'agence Erasmus+, on peut faire évoluer son plan Erasmus. C'est-à-dire qu'on peut ajouter de nouveaux objectifs, les revoir un petit peu. Lionel parlait du consortium, le coordonnateur peut tout à fait intégrer de nouveaux membres à ce consortium. Et ça, c'est une vraie nouveauté, parce qu'en 2014-2020, les consortia étaient figés, on ne pouvait pas les faire bouger, et là maintenant, c'est devenu quelque chose de très souple. Donc finalement, allégé de toutes ces procédures administratives, de la nécessité auparavant de candidater peut-être tous les 2 ans, l'organisme là va pouvoir se concentrer finalement sur l'essentiel, à savoir la qualité des mobilités, comment bien préparer ces mobilités, comment bien les accompagner, comment bien les évaluer. Lionel Clémençon, on le disait, en fonction de la taille des structures, l'accréditation Erasmus+ n'est pas forcément la seule voie d'accès au programme. Pour les organismes de petite taille, qui ont donc peu de moyens, peu de ressources, qui parfois sont complètement nouveaux dans l'arrivée du nouveau programme, qu'est-ce que vous proposez pour qu'il y ait plus d'ouverture? Puisque depuis le début de la matinée, on nous dit Erasmus+ 2021-2027, c'est beaucoup plus d'ouverture. Oui, effectivement, donc il y a une modalité qui s'appelle donc projet court de mobilité ou projet standard pour les acteurs de jeunesse. Et l'idée, Emmanuel, comme vous l'avez bien expliqué, c'est de proposer un cadre en fait pour avoir un premier projet de mobilité d'entrée sur des mobilités, un volume plus réduit de mobilité, une durée également plus réduite. Et l'idée, c'est bien d'attirer des structures qui n'ont pas forcément encore maturé une stratégie d'ouverture internationale ou effectivement qui ont des ressources plus limitées. Donc ces projets courts de mobilité ou projets standards seront aussi accessibles dans le cadre d'après la proposition annuelle, gérée là encore au niveau national par les agences Erasmus+. Je m'adresse à vous, Jérémy Trémolière, côté jeunesse et sport. Si on prend un exemple d'un jeune de 15 ans, quelles activités, quelles opportunités s'offrent à lui avec Erasmus+? Alors du coup, pour ce jeune de 15 ans qu'on va imaginer être collégien, par exemple, au sein de son établissement, si cet établissement est bénéficiaire Erasmus+, donc par les voies d'accès au financement qui ont été illustrées là, donc par l'accréditation ou par une subvention plus classique, plusieurs options vont pouvoir lui être proposées. Il va pouvoir participer par exemple à une première activité de groupe avec une partie de sa classe sur quelques jours ou une semaine au sein d'un établissement partenaire, je sais pas, en Espagne par exemple. Et si cette expérience est positive et qu'il a envie de la poursuivre, cet établissement pourra éventuellement lui proposer une mobilité individuelle plus longue et il pourra être reçu dans une famille d'accueil par exemple. Il pourra aussi éventuellement effectuer son stage de 3e à l'étranger. Mais le programme propose aussi des activités, des opportunités de mobilité en dehors des cursus formels. Donc sur le volet jeunesse, par exemple, ce jeune pourra participer à un échange de jeunes organisé par l'association avec laquelle il fait du théâtre et qui pourrait monter un projet autour de la liberté d'expression. Et il sera en contact avec des jeunes venant d'Italie, d'Espagne, d'Ukraine pour échanger sur ces sujets. Il pourra aussi localement participer à une activité mise en place par le service municipal de sa ville autour de la participation des adolescents à la vie démocratique, donc avec des petits ateliers, avec une campagne en ligne par exemple, et en point d'orgue, une rencontre à Strasbourg avec des parlementaires européens et des jeunes venus d'autres pays qui auront vécu la même expérience en parallèle dans d'autres pays. Puis ce jeune, il va grandir, et quel que soit en fait son parcours, la filière qu'il aura choisie, générale, professionnelle ou technologique, si les établissements dans lesquels il est s'inscrivent dans le programme Erasmus+, il aura de nouvelles opportunités, soit pendant ses cours, soit éventuellement pendant les stages. Et de la même manière, à l'extérieur de ce cursus-là, il pourra prendre part à un échange de jeunes, mais en montant en capacité, en étant par exemple un leader sur un groupe et en prenant de la responsabilité sur le montage du projet. Il pourra également, quand il aura 18 ans, par exemple, bénéficier de la généralisation du programme qu'on appelle Discovery You et qui fournit des passes interrail pour lui permettre, à titre individuel ou collectif, de voyager en Europe pendant 1 mois. Ouais. Et en fait, toutes ces activités qu'on propose sous-tendent à un seul objectif, c'est l'appropriation d'une culture européenne et l'acquisition de nouvelles compétences. Et donc là, les compétences qui sont sous-entendues, ça va être des compétences linguistiques,
Ça va être aussi des savoir-faire techniques qui seront liés à son cursus et à sa formation. Et aussi tout ce qu'on va entendre autour des soft skills, donc son positionnement, le renforcement de la confiance en soi, dans les relations interpersonnelles, sa capacité d'initiative. Donc tout au long de son parcours quand il va grandir, en fait, Erasmus sera là pour lui offrir des opportunités via les mobilités de grandir, s'émanciper et de gagner de nouvelles compétences. Oui, on le voit bien, les jeunes changent complètement de regard sur leur propre devenir. Avec la crise sanitaire que l'on vit, quel rôle peut jouer le digital là, dans les mobilités Erasmus+? Alors du coup, la crise sanitaire a induit pour tout le monde un fort ralentissement des mobilités physiques et la modification d'un certain nombre de projets avec l'utilisation des moyens numériques. Donc on était dans une phase forcée dans laquelle on est toujours, mais le nouveau programme essaye de bâtir vraiment une amélioration dans la mise en place des projets en combinant les mobilités physiques, qui sont toujours l'essentiel de l'activité, à des mobilités virtuelles. Notamment, si je prends l'exemple de ce jeune au collège qui part avec une partie de sa classe, pourra très bien imaginer que la partie qui est restée dans son pays d'origine pourra interagir avec les collégiens espagnols et aussi participer en même temps à cette activité-là. On va avoir en fait sur les activités virtuelles aussi une vraie incitation à les utiliser dans la phase préparatoire des projets pour vraiment bâtir le projet dans les meilleures conditions possibles. Et dans la phase après la réalisation des activités de mobilité physique pour capitaliser et vraiment renforcer les compétences acquises par les jeunes dans ce cadre-là. Alors, on ne cesse de le répéter, le nouveau programme Erasmus+, veut être plus inclusif, donc faire partir davantage de jeunes en mobilité à l'étranger, notamment des jeunes qui ont moins d'opportunités, qui peuvent être dans des zones rurales, dans des quartiers prioritaires de la ville, des jeunes en difficulté scolaire, des jeunes en situation de handicap. Pour cela, quelles sont les possibilités offertes concrètement par le nouveau programme Erasmus+? Alors, le constat qui est fait, c'est que pour ces jeunes-là, en fait, la mobilité, l'expérience de mobilité peut être un vecteur de changement incroyable. Donc, ce qu'il faut faire, c'est faciliter leur participation. Et donc, quels que soient les obstacles que ces jeunes rencontrent, le programme essaye de trouver des leviers pour faciliter leur entrée dans les dispositifs de mobilité. Donc, on va avoir la possibilité pour les organisations de financer des visites préparatoires pour vraiment établir les meilleures conditions possibles pour la mobilité. On va avoir, ce qui est nouveau dans le programme-là, l'insertion d'une ligne budgétaire pour le soutien à l'inclusion, donc pour permettre aux organisations qui mettent en place ces activités d'avoir un complément d'accompagnement, et aussi pour des jeunes qui font face à des difficultés un peu spécifiques, par exemple des jeunes qui seraient porteurs d'un handicap et pour lesquels il y aura un engagement d'un surcoût pour leur participation, la possibilité de le voir financer. On va aussi pouvoir agir sur la durée des mobilités en réduisant les mobilités pour permettre aux jeunes qui ne se sentiraient pas de partir pour une durée longue de participer à une mobilité courte. Et encore, par rapport à la partie digitale, essayer d'utiliser un maximum ces outils virtuels pour faciliter la participation des jeunes qui auraient besoin d'un accompagnement supplémentaire, d'être rassurés, le contact préalable avec l'étranger, par exemple. C'est ça, et ça peut déboucher ensuite sur une mobilité physique. Exactement. Alors, tout ça, c'est l'action clé 1, c'est la mobilité. Audrey Massé, on va maintenant aborder l'autre action structurante du programme Erasmus+, c'est-à-dire l'action clé 2, les partenariats, qui ne comportent pas forcément un volet mobilité d'ailleurs. Oui, tout à fait. Donc, peut-être rappelons effectivement ce que c'est qu'un projet de partenariat. C'est un projet entre plusieurs organismes en Europe ou voire à l'international qui vont avoir des profils variés et c'est justement ce qui fait la richesse de ces projets qui vont parfois être même sur plusieurs secteurs éducatifs. On peut trouver par exemple dans un partenariat des établissements scolaires du premier et du second degré, on peut trouver des centres de formation d'apprentis, des universités, mais aussi des associations, des collectivités territoriales, des entreprises, bref. Donc c'est vraiment très riche et ces différents acteurs vont coopérer autour d'une thématique commune. Ce peut être par exemple le bien-être à l'école ou encore la citoyenneté. Et ils vont décider de la couleur qu'ils vont donner à leur projet. Soit ils vont plutôt faire un projet de partenariat dans le but d'échanger des pratiques, soit ils vont plutôt décider de développer des méthodes ou des outils qui vont être innovants ou de récupérer des outils qui existent déjà et de les transférer, de les adapter à leur propre contexte. Lionel et Jérémy, est-ce que vous pouvez nous expliquer là maintenant quelles sont les principales caractéristiques de ces partenariats? Là aussi, on va parler de prérequis pour qu'un projet de partenariat soit validé, financé.
Alors peut-être sur les partenariats, commencer par le nombre d'organisations. Donc il faut un minimum de 3 organisations venant de 3 pays programmes différents. Bon, alors ça, c'est vraiment à retenir. 3 organisations, 3 pays programmes. Oui, exactement. Pour une durée de 1 à 3 ans. Le partenariat doit s'inscrire dans des priorités horizontales et sectorielles qui seront définies dans le guide du programme qui sera publié prochainement, mais on est sûr d'y retrouver les priorités affichées, c'est-à-dire l'inclusion, le développement durable et la question du digital. Et il y a aussi l'importance du fait que les résultats produits par le partenariat doivent être réutilisables, transférables et évolutifs. Donc, par exemple, il y a la possibilité dans les partenariats de créer des productions intellectuelles. L'idée, c'est au préalable de vérifier que des productions qui correspondraient à ce besoin-là n'aient pas été produites dans d'autres projets avant de se lancer dans la production de nouvelles options. Et en fait, les partenariats s'articulent en gros autour de 3 grandes activités. Une activité très importante de coordination de projet, parce qu'on est sur du transsectoriel, de l'international, donc il faut que la structure qui porte ait vraiment ses capacités. On va avoir le cœur de la plus-value du partenariat avec l'échange de bonnes pratiques, la réalisation d'ateliers, de workshops, de conférences, d'activités de recherche, de création d'outils. Et on va avoir toute cette phase de capitalisation, donc de valorisation du projet et d'essaimage pour faire en sorte que les résultats de ce partenariat diffusent au-delà des partenaires investis dans le projet et irriguent tous les structures. Est-ce que vous pouvez nous donner des exemples de projets avec les impacts, les bénéfices pour les organisations et les publics participants ? Ouais. Alors pour les secteurs concours, j'aurais pu prendre un projet sport parce qu'il y a des projets sport qui se développent sur ce volet-là, mais sur un projet jeunesse qui mixe les priorités liées au développement durable et à l'inclusion via le handicap, il y a un projet que je voudrais mettre en avant qui est porté par un ESAT du Grand Est et qui a fait le constat que c'était très difficile d'accompagner des personnes porteurs d'un handicap à prendre une part dans toute la réflexion autour de l'éco-citoyenneté. Et donc, fort de ce constat-là, ils ont créé un consortium avec d'autres partenaires, donc 6 partenaires européens qui sont soit du champ de l'accompagnement sur le handicap, soit du champ du développement durable. Et pour répondre à la question, en fait, ils ont monté un projet en plusieurs étapes. Une première phase d'inventaire sur ce qui existait sur ces questions-là et sur l'accompagnement des jeunes porteurs de handicap sur ces questions de développement durable. Tout un enchaînement de formations, d'échanges de bonnes pratiques entre les professionnels, mais aussi en intégrant des jeunes porteurs de handicap pour mettre en place un processus qui permette de traiter ces questions-là. Et avec comme objectif la mise en place d'un référentiel de formation et la création de certains outils, comme une application autour de l'impact carbone, par exemple. Et l'idée, c'est que chacun des partenaires va organiser des événements pour présenter les résultats de ce partenariat et diffuser le plus largement possible. Lionel Clémençon, moi quand j'écoute Jérémy, je me dis quand même que ce n'est pas évident de se lancer dans une telle action. D'abord, trouver des partenaires, monter un budget, avoir des personnes qui connaissent le management de projets à l'international. Qu'en est-il d'une petite structure qui aurait une idée de projet, qui s'inscrirait bien dans les priorités européennes Erasmus+, qui voudrait se lancer? Est-ce qu'il y a un format plus adapté à ces petites structures ? Pour les partenariats. Là encore, ça fait partie d'une grande nouveauté du programme Erasmus+ 2021-2027. C'est ce format de partenariat small scale ou partenariat petite échelle qui permet effectivement à des structures nouvelles de s'engager, de mettre un pied là encore dans le programme. Elles peuvent commencer à travailler en bilatéral et non pas avec 2 autres organismes partenaires comme c'est le cas dans les partenariats de coopération. Donc sur des durées aussi plus courtes, des périmètres et des ambitions qui sont proportionnelles aussi à leur taille et à leurs moyens, et elles recevront aussi des subventions de 2 niveaux. Donc, là aussi, l'idée, c'est de simplifier toute la partie d'élaboration budgétaire, puisqu'il y a 2 niveaux qui sont en train d'être définis. On ne connaît pas encore tout à fait les montants. On les aura dans le futur guide du programme. Mais là encore, voilà, c'est comme un package qui permet après de mettre en place les activités de partenariat. Je voulais revenir aussi, j'avais 2 autres exemples. Oui. Emmanuel, ah oui, bien sûr, allez-y. Oui, parce que les exemples, c'est fondamental pour ceux qui nous regardent. Voilà, c'est comme ça qu'on arrive à se projeter quand on voit ce que font les autres. Oui, pour qu'on illustre effectivement ce que c'est qu'un partenariat dans différents secteurs éducatifs et domaines. Alors moi, je voulais vous expliquer un partenariat qui s'est monté dans le champ de l'accès à l'emploi pour les migrants. Donc là, on est dans
secteur éducation des adultes. Le porteur, c'est un organisme de formation, et puis donc il a rassemblé autour de lui 4 autres partenaires, universités, d'autres organismes de formation et associations qui travaillent en fait sur le développement des compétences informelles. Ces compétences en fait informelles sont celles qui favorisent l'accès aux droits. Sur la formation des migrants, on connaît la formation au numérique, aux compétences de base, mais il y a aussi toutes les compétences informelles ou socio-professionnelles qui permettent à ces personnes de dialoguer après avec les différents services nationaux compétents pour toutes les formalités administratives, donc ça c'est important. Et là, donc, qu'est-ce qui est ressorti de ce partenariat? Eh bien, c'est la mise à disposition, en accès libre, là encore une fois, d'un module de formation qui est derrière utilisable par toutes les structures d'insertion qui travaillent avec les migrants. Donc les partenaires ont travaillé sur un état des lieux des pratiques de formation dans les différents pays, un référentiel de compétences, et ils ont construit le module de formation. Et on a pu, là aussi c'est complètement finançable dans les partenariats, faire participer des formateurs et des bénéficiaires, donc des personnes migrantes, pour tester le module. Donc ça aussi, c'est quelque chose qui est finançable dans un partenariat de coopération. Dernier exemple, là on est dans le champ de la formation professionnelle supérieure, les étudiants en kinésithérapie. Là encore un porteur français, donc c'est un institut régional de formation sanitaire et sociale, qui s'est allié avec des universités espagnoles et portugaises, et aussi une collectivité, pour concevoir en fait un outil pédagogique numérique type Serious Game, un jeu sérieux, pour permettre à ces étudiants d'enrichir leur pratique du diagnostic clinique dans le cadre de leur futur métier de kinésithérapeute. Ils ont une partie effectivement qui se fait en institut de soins, mais c'est pas suffisant. Et là, l'idée, c'était d'avoir un outil qui leur permette d'aller plus loin, un outil aussi qui est complètement évolutif, gratuit, et en termes de valorisation aussi du résultat de ce projet, eh bien, les partenaires ont organisé une grande compétition virtuelle avec environ une 50aine d'étudiants et 20 enseignants de 11 nationalités différentes pour, là encore une fois, voilà, se faire la main sur ce Serious Game, sur cet outil pédagogique numérique. Et voilà. Ça permet vraiment pour les jeunes d'enrichir leur parcours, hein, c'est ce que vous appelez la montée en compétences, c'est ça? Absolument. Audrey Massé, on a vu les partenariats de coopération et leur déclinaison, petites organisations comprises, hein, avec cette volonté d'ouverture. Ce sont donc des actions qui sont gérées au niveau des agences nationales Erasmus, côté éducation, formation, côté jeunesse et sport, mais il y a aussi d'autres types de partenariats à beaucoup plus grande échelle. Ce sont les partenariats d'innovation et d'excellence, ainsi que l'action Jean Monnet. Ça, c'est géré à Bruxelles. Exactement. Les partenariats d'innovation, d'excellence et l'action Jean Monnet sont des projets qui contribuent à la construction d'un espace européen de l'éducation et qui ont 3 grands objectifs. Le premier, c'est d'améliorer l'accès à l'éducation et à la formation de qualité. Le second, c'est de permettre aux apprenants d'évoluer dans des systèmes éducatifs différents à travers le monde. Et le troisième, c'est de créer une culture de l'apprentissage tout au long de la vie. Donc ces projets-là, ce sont des projets qui ont une vraie dimension géopolitique et éducative. Et on vous propose de faire la lumière sur 3 de ces projets qui sont particulièrement structurants. Et il y aura des précisions supplémentaires dans les séquences de cet après-midi de l'enseignement supérieur et de la formation professionnelle. Alors effectivement, le premier type là, de projet d'excellence, c'est les universités européennes et les centres d'excellence professionnelle, donc qui ont déjà été abordés sur la conférence plénière. Alors là, l'Europe, en fait, elle se donne vraiment l'ambition de créer des campus de renommée mondiale, campus dans le domaine de l'enseignement supérieur et dans le domaine de la formation professionnelle. Ces nouveaux campus seront à même de proposer en fait des espaces de mobilité très élargis, hein, dans lesquels les apprenants pourront poursuivre des programmes européens, des programmes de formation. Et également, c'est à noter que ces campus ont un rôle dans le développement économique des territoires. En fait, ce sont des leviers pour concevoir et dispenser des enseignements de très grande qualité, d'attirer aussi, hein, il y a un enjeu d'attractivité très forte, d'attirer des populations apprenantes très diverses, capables de travailler en mode multiculturel, dans plusieurs langues, et donc de promouvoir en fait des valeurs et l'identité européenne à travers l'éducation. Et sur l'aspect compétitivité,
Ces centres d'excellence professionnelle et ces universités européennes travailleront aussi sur des stratégies de recherche en lien avec leur territoire pour créer de la connaissance et pour développer les compétences qui formeront le futur métier de demain. Voilà. Donc des appels à propositions pilotes ont été lancés dans le précédent programme Erasmus sur ces deux typologies. Sur les centres d'excellence professionnelle, le dernier appel à propositions, si on regarde les résultats, il y a 7 projets financés. Chaque projet a à peu près une enveloppe de 4 millions d'euros et les thématiques qui ont été financées, là encore, c'est les filières métiers de la croissance verte, l'écologie urbaine. Il y a eu déjà dans le précédent programme, bien sûr, un aspect développement durable et transition écologique très fort sur ce type de projet centre d'excellence professionnelle. Ce sont des projets en fait, qui regroupent des entreprises, des organismes de formation, des autorités nationales aussi, emploi, compétences, des universités. Donc des projets très très gros. Hein. Le ticket d'entrée, il faut être 8. Hein. Donc on passe, je vous rappelle, sur les partenariats de coopération 3, et là il faut être 8. Donc on est quand même sur une échelle très différente. Sur l'université européenne, alors là, depuis 2018, les appels à propositions sont lancés. On en est aujourd'hui à une 60aine d'alliances. Donc c'est énorme, 60aine d'alliances sélectionnées. Et la France est très bien placée, puisqu'il y a 47 établissements qui participent à ces universités européennes. 15% d'étudiants français dans le total que représentent ces 60 alliances. L'enjeu pour 21-27, c'est le déploiement opérationnel de ces universités. Là, en fait, on a sélectionné. Maintenant, il va falloir que ça se mette en place avec les objectifs, c'est un diplôme européen et un statut d'étudiant européen, notamment avec ce dispositif initiative carte européenne étudiante. Alors, ce qu'il faut préciser, c'est que pour quand même être en capacité de monter une telle alliance, type université européenne, les établissements d'enseignement supérieur qui sont là-dedans sont déjà très actifs dans le programme Erasmus. Ils participent aux actions Master Mundus, qu'on va voir après, et aux actions Jean Monnet. Alors oui, justement, un mot sur ce que sont les masters conjoints Erasmus Mundus. Pour monter un projet comme celui-ci, il faut être au minimum 3 établissements d'enseignement supérieur. Et donc ces minimum 3 établissements vont créer ensemble une formation d'excellence de niveau master dans la discipline de leur choix. Et ils vont permettre d'offrir des bourses aux meilleurs étudiants du monde pour venir suivre leur scolarité, leur formation dans au moins 2 universités de ce master conjoint. L'objectif, c'est vraiment de développer l'employabilité des étudiants qui vont recevoir une formation de haut niveau de plusieurs universités et qui vont être diplômés d'un diplôme conjoint. L'autre objectif de ces masters Erasmus Mundus, c'est de soutenir l'internationalisation, la modernisation des établissements d'enseignement supérieur. Et cette action, elle permet de positionner l'enseignement supérieur européen et notamment le français sur la scène internationale. Pour la période 2014-2020, la France est leader sur cette action, avec 141 masters conjoints Erasmus Mundus qui impliquent un établissement d'enseignement supérieur français. Et donc la nouveauté pour la période 2021-2027, c'est que maintenant on va pouvoir construire des masters conjoints avec des pays qui ne sont pas des pays européens. Donc l'accent va être mis sur des thématiques et des pays qui jusque-là étaient peu représentés dans ce type de projet. Et donc à côté de ces partenariats d'innovation et d'excellence dont on vient de parler, il existe également une autre action très structurante, c'est l'action Jean Monnet. Oui, Audrey, l'action Jean Monnet qui a pour objectif de promouvoir une citoyenneté européenne active, le dialogue entre les citoyens et les cultures. Alors là encore, les acteurs d'enseignement supérieur qui nous regardent connaissent, certains nombre d'entre vous, vous connaissez cette action, elle était déjà largement ouverte au secteur d'enseignement supérieur, avec différents formats, voilà, ça prend la forme de cours, de conférences, d'études, de recherches. La nouveauté donc, sur le nouveau programme Erasmus Plus 21-27, c'est que l'action Jean Monnet s'ouvre au secteur de l'enseignement
scolaire. Donc là, l'idée, c'est bien de diffuser les connaissances de l'Union européenne dans les établissements du premier et second degré, en s'appuyant bien sûr sur les enseignants. Et dans le cadre donc, de Jean Monnet qui s'ouvre au secteur scolaire, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? On va pouvoir développer des contenus de formation, des outils d'enseignement, faire des échanges entre les écoles, les enseignants, sur comment enseigner l'UE, c'est bien ça aussi l'objectif appliqué au secteur scolaire, et encourager le dialogue. Donc là, c'est tout à fait complémentaire avec une action dont on a parlé aussi dans la plénière, qui est les Teacher Academy, pour promouvoir la mobilité des enseignants en Europe. Là, c'est aussi comment mettre de l'Europe dans l'enseignement qui bénéficie à nos élèves en France. Voilà, alors on comprend bien que la grande finalité de ce programme, c'est l'ouverture sur l'Europe, sur le monde, la montée en compétences aussi techniques, grâce à des mobilités ou en travaillant avec des partenaires étrangers, comme vous l'avez dit. Et pour gérer toutes ces compétences acquises, Erasmus+ propose un nouvel outil qui s'appelle Europass. Et cette année, une toute nouvelle plateforme qui est disponible pour aider tout citoyen finalement à gérer, à communiquer, à faire reconnaître ses compétences pour les rendre plus lisibles à l'échelle de l'Union européenne et plus compréhensibles aussi, quel que soit son pays d'origine. Et puis donc ensuite lui permettre de faire des choix éclairés sur la suite de sa carrière. Et pour parler d'Europass, expliquer comment ça fonctionne, je vais donner la parole à Marielle Gaudin qui nous a rejoint. Bonjour Marielle Gaudin. Bonjour. Donc vous allez nous présenter Europass puisque vous êtes chargée de promotion Europass à l'agence Erasmus+, éducation, formation. Je vous donne la parole, allez-y. Tout à fait, merci Emmanuel. Donc effectivement, Europass, ce n'est pas un nouvel outil, ça fait 15 ans qu'Europass existe. Par contre, il y a une toute nouvelle plateforme qui a été créée en 2020, donc ça c'est la nouveauté pour le nouveau programme 2021-2027 que vous pourrez dont vous pourrez faire bénéficier vos participants au programme. Mais donc pour les initiés, il y avait une ancienne plateforme qui n'a plus rien à voir aujourd'hui, donc je recommande d'aller voir la nouvelle plateforme. Pour ceux qui connaissent bien aussi déjà le programme, il y a parallèlement à la plateforme Europass des documents de valorisation Europass Mobilité notamment, qui ne connaissent aucun changement. Donc pour cette session, on se consacre sur la nouveauté, la nouvelle plateforme, et je vous propose d'en découvrir l'essence dans une courte vidéo. Vous cherchez un emploi? Vous réfléchissez à votre orientation? Ou vous souhaitez vous reconvertir? Tout d'abord, vous devez identifier, évaluer et valoriser vos compétences. La solution, Europass. Cette plateforme en ligne est gratuite. Elle vous propose de prendre conscience de vos compétences et de les gérer tout au long de votre vie. Envie d'essayer? Rien de plus simple. Créez votre compte et remplissez votre profil en renseignant vos expériences, vos formations, vos langues et vos compétences numériques. Vous pouvez aussi ajouter vos engagements bénévoles, vos périodes de mobilité internationale, vos performances sportives ou toute autre expérience. À partir de celle-ci, un algorithme vous propose même de nouvelles compétences auxquelles vous n'auriez pas pensé. Et vous pourrez bien sûr enrichir votre profil tout au long de votre parcours professionnel. Véritable bibliothèque virtuelle, Europass vous permet de stocker en toute sécurité les preuves de vos compétences, comme des lettres de recommandation, des diplômes ou encore des badges numériques. Éditez ensuite votre CV en choisissant parmi plusieurs modèles. Le CV se génère tout seul en un clic. Faites de même pour vos lettres de motivation et votre lettre est déjà prête. Europass est aussi connecté à des plateformes de recherche d'offres d'emploi et de formation en France et en Europe. En fonction de votre profil, la plateforme vous suggère spontanément des offres qui vous correspondent. Vous pouvez postuler depuis votre espace Europass et joindre à votre candidature des documents stockés dans votre bibliothèque, mais aussi adresser le lien de votre profil complet à un recruteur. Convaincu? Rendez-vous sur www.europass.eu et bénéficiez gratuitement de tous les services Europass. Voilà, donc Europass, un outil, vous l'avez compris, déjà un outil gratuit, absolument accessible à toute personne, un outil qui est disponible également en 29 langues et qui existe dans 35 pays.
Alors, si on veut juste rappeler les deux grands principes d'Europass, le premier, c'est que cette nouvelle plateforme va vous permettre de faire connaître une démarche complètement nouvelle à vos participants au programme, la démarche portfolio. Aujourd'hui, nos parcours sont de moins en moins linéaires, donc il est important, dès qu'on acquiert des compétences, donc dès le plus jeune âge, de commencer à capitaliser sur ces compétences pour pouvoir à tout moment de sa vie ensuite s'y référer. Donc vous l'avez compris, on entre dans la nouvelle plateforme avec un profil bien sûr avec des rubriques classiques, expérience professionnelle, éducation, formation, mais aussi toute autre rubrique que vous pouvez ajouter pour mettre en valeur vos compétences. Donc des rubriques comme par exemple vos expériences sportives, comme vos périodes de mobilité évidemment qui génèrent beaucoup de compétences. Et à chaque fois que vous avez une expérience, l'idée c'est d'apporter la preuve de cette compétence dans la bibliothèque. Donc par exemple, vous faites un stage, vous pouvez tout à fait stocker votre attestation de stage dans la bibliothèque. Si vous avez une lettre de recommandation, c'est aussi bien de pouvoir la stocker dans sa bibliothèque. Comme ça, plusieurs années plus tard, si vous voulez parler de ce stage, vous avez toutes les mentions à disposition dans votre profil. Europass, quand je vous parle d'une vraie démarche compétence, c'est que cette nouvelle plateforme contient également des algorithmes qui vont vous permettre d'aller plus loin dans votre démarche compétence, c'est-à-dire d'y réfléchir, de se poser, par exemple à partir de vos expériences notées dans le profil, la plateforme va vous suggérer des nouvelles compétences. Alors peut-être que certaines vous les aurez déjà mentionnées, mais peut-être que d'autres non, vous n'y aurez pas pensé. Et il suffira de cliquer sur ces compétences pour les ajouter de façon très structurée à votre profil. Cette nouvelle plateforme vous permet également de vous auto-évaluer sur des compétences. Alors les fameuses compétences linguistiques avec le cadre européen de référence pour les langues, le CE-CRL, ces fameux A1, B2, C1, etc. Vous pouvez vous auto-évaluer directement dans la plateforme, mais également de nouvelles auto-évaluations vont être très prochainement disponibles, notamment sur les compétences numériques, très importantes aujourd'hui, avec un nouveau cadre européen beaucoup plus abouti qui s'appelle DIGCOMP, et très prochainement, vous pourrez également vous auto-évaluer directement sur la plateforme. Et enfin, dans cette démarche, donc, qu'est-ce que j'ai fait, mes expériences, quelles compétences j'ai, et de savoir aussi vers quoi je vais, quels sont mes objectifs. Et en fait, la nouvelle plateforme vous propose également de vous positionner sur vos objectifs, soit de formation, soit professionnels. Par exemple, vous êtes lycéen, vous voulez faire un stage et vous améliorer en anglais, vous pouvez mentionner ces deux objectifs. Vous avez 40 ans en pleine reconversion professionnelle, vous voulez changer de métier, vous pouvez également noter ces objectifs. Et en même temps, on vous demande également quelles sont vos préférences géographiques. Soit vous voulez rester en France, mais évidemment, vous pouvez tout à fait vous ouvrir sur l'Europe, vous pouvez sélectionner d'autres pays où vous avez envie d'évoluer. Voilà, donc ça c'est vraiment la démarche portfolio et la plateforme, grâce à ces nouvelles fonctionnalités, vous permet d'aller très loin dans cette démarche. Je mentionnerai juste, comme vous l'avez vu, ce CV en un clic dont on nous parle beaucoup, parce que c'est vrai que faire des CV c'est toujours un peu contraignant. Là, la plateforme vous propose soit en cochant une case pour sélectionner tout votre profil, soit en sélectionnant juste les éléments du profil pertinents, en un clic de générer un CV avec 3 mises en page proposées, il y en aura d'autres par la suite, mais c'est donc un outil extrêmement facile pour générer des CV et vous avez la même chose sur la lettre de motivation où on vous guide pas à pas pour la réaliser. L'autre grand principe d'Europass, c'est les opportunités, l'ouverture. Donc effectivement, à partir de ce profil que vous avez renseigné, la plateforme vous propose également, grâce à des algorithmes, des formations en France mais également en Europe, ainsi que des emplois, si c'est votre choix, si vous êtes en recherche d'emploi, elle peut vous suggérer des offres d'emploi en France et en Europe. En fait, la Commission européenne et le programme Erasmus, l'idée c'était de rentrer par un guichet unique pour l'utilisateur européen et d'avoir des opportunités et de bénéficier des outils européens à travers une seule porte d'entrée. Donc vous entrez par Europass, par votre profil, et vous êtes connecté directement à des bases de données que la Commission gère par ailleurs. Par exemple, l'offre d'emploi, pour vous expliquer comment ça arrive dans Europass, il y a le réseau EURES, qui est le service public de l'emploi européen. Par exemple, en France, tous les jours, Pôle emploi fait remonter des offres d'emploi accessibles à EURES. Chaque 35 pays font pareil, ça donne une base de données des offres d'emploi européennes. Et bien, via Europass, directement, on vous suggère, en fonction de ce que vous avez renseigné dans votre profil, dans vos objectifs, des offres d'emploi qui vous correspondent en fait. Vous aurez également donc ces opportunités en fonction des préférences géographiques que vous avez indiquées. La plateforme vous propose également de nombreuses informations. Vous avez pays par pays, donc je vous rappelle qu'il y a 35 pays aujourd'hui où existe Europass, des informations sur l'apprentissage, sur l'emploi, sur la façon de reconnaître les compétences, sur le cadre européen des certifications, comment les certifications peuvent être comparées, et de multitudes d'informations également.
Donc, une démarche portfolio, des opportunités de formation et d'emploi. Et enfin, je voulais aborder une troisième fonctionnalité qui n'est pas encore opérationnelle, elle le sera seulement à la fin de l'année, qui s'appelle les documents numériques. Mais vous pourrez être concerné en tant qu'établissement de formation et éducation. Donc la plateforme, pareil, toute nouvelle fonctionnalité prévue, va permettre d'éditer via la plateforme, donc c'est une technologie spécifique mise en place par Europass, un document numérique qui décrit une qualification. Donc en tant qu'établissement de formation et d'éducation, vous pourrez utiliser la plateforme pour délivrer une qualification avec les informations que vous souhaitez y faire apparaître directement dans la plateforme du bénéficiaire, dans le compte du bénéficiaire. Et ce qui est intéressant, c'est qu'un tiers par la suite, que ce soit un employeur ou un autre établissement, un maître de stage, va pouvoir venir sur la plateforme et authentifier les données. C'est-à-dire que oui, j'ai délivré cette qualification, eh bien l'employeur va pouvoir vérifier que c'est vrai, c'est bien cet établissement qui a délivré à cette personne cette qualification qui contient telle et telle donnée. Voilà, donc ça sera prochainement disponible. Donc pour résumer, ce nouvel Europass, c'est une démarche portfolio, qui je suis, qu'est-ce que je sais faire, vers quoi je vais, qui va vous permettre d'avoir des informations et des opportunités élargies en France, mais également dans toute l'Europe, et enfin des documents numériques Europass. Alors c'est très simple, pour accéder à toutes ces fonctionnalités, il vous suffit d'une chose, créer votre compte sur www.europass.eu, bien sûr c'est gratuit, et vous pouvez accéder à toutes ces informations. Donc vous pouvez faire connaître Europass à vos participants dès le plus jeune âge. Il n'y a pas d'âge pour commencer son portfolio Europass, commencer à capitaliser sur ses compétences. Je suis très heureux donc, de présider aux destinées d'un collège qui a travaillé à l'international dans un projet intitulé Second Chance on Environment, qui a permis à des élèves de l'Aude de pouvoir communiquer avec des partenaires européens de Turquie, du Royaume-Uni, de Grèce et du Portugal. Et puis surtout, ce qui a été formidable, c'est qu'on a pu communiquer avec des établissements qui avaient des particularités communes avec les nôtres. Soit c'était des établissements ruraux
soit alors c'était des établissements pour lesquels les classes sociales étaient des classes plutôt défavorisées. Le choix du thème de l'environnement, c'est qu'il permet de brasser plusieurs disciplines. Nous avons étudié une rivière qui était locale et on s'est rendu compte qu'il y avait certaines parties qui étaient polluées. Et on a mené un projet pour trouver une solution pour dépolluer cette rivière. On a créé donc un site web. On a créé aussi un petit film. Les élèves qui ont participé à ce projet, ils ont développé énormément de compétences. Que ce soit donc au niveau de leur prise de responsabilité, d'être capable de prendre la parole en public, de mener des débats, ça c'est des choses très enrichissantes pour eux, qu'on a pu développer et mettre en place grâce à ce projet parce qu'on a pris du temps pour former les élèves. Ça a permis aux élèves de faire d'énormes progrès sur les connaissances de base, de raccrocher des élèves à des projets scolaires. Et donc faire diminuer considérablement dans le lot des élèves qui avaient été choisis l'absentéisme. Ça a aussi eu des conséquences sur l'orientation. Les élèves ont eu des choix beaucoup plus ambitieux, notamment liés à des projets internationaux. Ça a rendu ces élèves du coup plus mobiles dans les choix qu'ils font sur les poursuites d'études. Ça apporte beaucoup de choses, des connaissances, des rencontres et puis aussi pour plus tard, pour l'orientation aussi. Par rapport aux équipes des enseignants, ce projet donc, ça a permis d'aller voir quelles étaient les méthodes d'enseignement dans les autres écoles. Et ça, en retour, ça nous a enrichis. Au niveau du collège, cela a permis donc de créer une équipe et donc des actions pédagogiques qui soient complètement transversales. Et on a débuté donc un nouveau projet qui s'appelle Vers l'horizon et au-delà. Donc qui part sur le thème là, du voyage, toujours dans le même objectif, un projet qui soit transdisciplinaire et amener des élèves qui vivent dans un milieu rural et qui pour certains entre guillemets défavorisés au niveau social, de pouvoir les amener donc vers découvrir d'autres pays. DEMO, c'est pour Démultiplicateur de la mobilité. C'est le nom du programme du consortium Erasmus+ des missions locales qui est vraiment destiné aux professionnels. Il s'agit en fait de sensibiliser les professionnels à l'intérêt de la mobilité internationale. À la mission locale d'insertion du Poitou, c'est 28 professionnels qui ont pu bénéficier de cette formation. En Irlande et à Malte, ils ont pu rencontrer notamment des jeunes qui étaient en stage WAT. WAT pour Once Upon a Time. C'est un stage de 3 mois en entreprise et c'est le volet jeune des programmes Erasmus+, du consortium des missions locales. Et aujourd'hui, dans le cadre des Erasmus Days, nous allons animer une information collective en partenariat avec le CRIJ Nouvelle-Aquitaine, site de Poitiers, pour expliquer les différents dispositifs, donc WAT bien sûr, et puis le Corps européen de solidarité. C'est encore une façon de motiver les jeunes à partir à l'étranger et ça nous permet de mettre en pratique nos nouvelles compétences acquises avec DEMO. L'opération DEMO en Irlande, à Galway, nous a vraiment permis d'avoir une meilleure représentation de ce que vivent les jeunes. Nous sommes vraiment aujourd'hui en mesure d'avoir cette représentation effective pour les envoyer sans souci en sachant qu'ils sont encadrés, accueillis de façon optimale. Erasmus+, c'est un programme européen super, génial, qui permet aux jeunes de partir à l'étranger. Ça va leur apporter une ouverture d'esprit, ça va leur apporter des compétences au niveau personnel et professionnel. Il ne faut pas hésiter, il faut profiter pleinement de toutes ces opportunités qui se présentent pour pouvoir vivre une expérience à l'étranger.
il a été choisi de travailler sur la notion de héros. Nos héros, ce sont des partenaires issus de différents pays comme la Roumanie, la Hongrie, la Grèce, l'Italie. Et tout cela a généré des mobilités, à chaque fois pour une dizaine d'élèves, pour se rendre dans les pays des partenaires, découvrir la vie quotidienne chez les jeunes et les familles qu'ils ont accueillis. Ce projet Erasmus a été fait par le biais du Bon Sauveur. On préparait le voyage avec des activités de ça. Et le voyage en lui-même, c'est une aventure très humaine, très chaleureuse, où on découvre une autre personnalité de nous-mêmes et des autres cultures. Et moi, personnellement, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est le fait d'avoir un échange avec quelqu'un qui avait à peu près notre âge. Et puis je suis restée en contact avec, donc ça a vraiment créé une amitié. L'aventure et la découverte, et surtout l'autonomie et la maturité de partir tout seul là-bas. Au-delà de toute cette ouverture vers les autres, la découverte d'autres pays, ils ont également eu cet intérêt pour la pratique de la langue anglaise, mais qui dépasse largement le cadre scolaire, à savoir acquérir un usage oral et facilité de la langue anglaise. Et les jeunes ne sont pas les seuls à trouver du bénéfice à l'engagement dans le programme Erasmus, l'établissement lui-même bien évidemment, puisque à partir d'un programme Erasmus, nous sommes restés en relation avec un établissement anglophone de Budapest, avec lequel nous avons déjà établi un échange. Dans le cadre du projet Mon Héros, Ton Héros, Nos Héros, nous avons créé un site internet. Nous avons également créé une série d'interviews Les Héros du quotidien. Nous avons également fait une série des vidéos Mes parents, les héros de ma vie. Les élèves ont eu le plaisir d'adresser une lettre à un héros du futur. Nous avons souhaité par ce projet, c'est que les élèves deviennent des citoyens actifs et à travers de la multitude des réalisations numériques créées par les élèves mêmes, nous avons créé de nos élèves des citoyens numériques responsables. Merci maman de m'avoir élevée comme tu l'as fait, et en plus toute seule. Nous avons voulu continuer à travailler et à développer les idées européennes des projets précédents en construisant un projet Born Equal Live Different autour des droits de l'homme. Aujourd'hui, c'est la journée internationale de l'alimentation. À ce sujet, notre école s'est engagée de faire une opération Action contre la faim. Les bénéfices issus de cette petite action seront versés à la Banque alimentaire de Saint-Lô. Le projet Erasmus, c'est une opportunité en fait pour les étudiants infirmiers et pour les professionnels de santé pour partir vers d'autres expériences professionnelles. Depuis que nous avons commencé le projet Erasmus, il y a eu une dynamique interne qui s'est créée. Le changement chez le personnel, sachant que sont partis essentiellement des formateurs, ça a été vraiment une ouverture sur les pratiques professionnelles, notamment en termes de pédagogie, et puis une ouverture sur tout ce qui concerne les systèmes de santé à l'étranger et les systèmes de la formation infirmière. Et du coup, ça a créé une ouverture avec des tas d'opportunités, des tas d'idées pédagogiques, organisationnelles qui nous ont ouverts en fait sur autre chose. En tant que formateur, ce que m'ont apporté les différents échanges Erasmus, c'est évidemment un échange de pratiques avec nos partenaires. L'idée a été aussi de valoriser nos propres pratiques. La finalité du projet pour nous, c'est développer la qualité de la formation, c'est de développer l'employabilité des étudiants et c'est de participer aussi à la création d'un espace européen de formation.
L'evento di oggi vede protagonista l'Istituto San Paolo che testimonierà le esperienze Erasmus dell'Istituto negli scorsi anni. Fondamentalmente lo scopo, l'abbiamo detto anche prima, è aprire gli occhi della nostra comunità e far vivere loro un'esperienza che possa offrire la possibilità di consentire l'integrazione, l'inclusione, la non discriminazione. The Challenge of Our Culture è stato un progetto Erasmus, Nazione Chiave 2, che ha trattato i temi della migrazione, dei profughi e dei rifugiati. Noi abbiamo conosciuto un percorso in Germania molto interessante, a Francoforte in modo particolare, un percorso che ci ha fatto scoprire in che modo è possibile accogliere all'interno di una scuola i migranti, i profughi e i rifugiati. Ed è stato importante capire come la scuola può fare tantissimo per la tolleranza e l'integrazione in modo particolare. Io personalmente penso che questa esperienza sia stata molto importante per me e i miei compagni, perché ci ha permesso di conoscere e interagire con ragazzi di altri paesi. Questo evento mi fa pensare all'importanza delle lingue, che sono importanti appunto per comunicare con tutto il mondo, senza le quali non potremmo vivere in Europa. L'evento si è concluso e adesso comincerà il nostro lavoro, perché dovremo fare in modo che questo pathos vissuto durante questa serata possa essere trasferito in classe ai nostri alunni. Noi faremo di tutto perché i valori che sono stati testimoniati dai nostri ospiti possano diventare parte reale della nostra vita. Ho detto abbattiamo le barriere, cerchiamo di abbatterne qualcuna, sconfiniamo in Europa. E siamo stati emozionati e siamo pronti ad affrontare l'Erasmus Day del 2021. Dobrý den, vážení přátelé, seniorky, seniori ze Žďáru nad Sázavou. Budeme teď Tak pro dnešek jsme připravili aktivitu pro seniory ze Žďáru nad Sázavou a budeme se věnovat práci s internetem. Tak my víme, že seniori ze Žďáru nad Sázavou s internetem každý den pracují a tak jim chceme ukázat některé nástroje, které mohou použít, aby si vyhledali informace na úřadu krajském, místním anebo na ministerstvu. Pro naši organizaci to má takový přínos, že my jsme dělali projekt, v kterém jsme vyvinuli učební materiály a chceme část z těchto materiálů ukázat těm našim seniorům. EGOV je projekt, který jsme dělali v rámci programu Erasmus+, a lze to přeložit, je to zkrátka e-government services, což znamená využití služeb úřadů, které nabízí na internetu. No, velice se mně líbila, jsem spokojená, protože jsem se dozvěděla spoustu nových věcí, i když na počítači dělám. Internet používám, ale nevěděla jsem úplně všechno. Tak hlavní pozitivum je to, že jsme vyvinuli materiály, které by měly pomoct lidem, kteří mají menší zkušenosti s používáním internetu a kteří chtějí třeba z domácího prostředí vyhledávat informace na úřadech. Já jako jeden z nejstarších tady účastníků to velice tento workshop. Něco jsme věděli,
Něco jsme se dozvěděli, bylo to víc, jako jsme viděli, ale jsme rádi, že se tohle pro nás uskutečnilo. Určitě a byla bych ráda, kdyby se to mohlo zopakovat.